parle d'un extraterrestre d'apparence humaine, puissant, quasi dernier survivant de sa planète, vêtu de bleu, rouge et jaune, qui, après avoir été adopté par des terriens, décide de consacrer sa puissance à défendre sa planète d'adoption. Tu penses à qui? Sangoku. Non, pas lui, l'autre. Goldorak? Bravo, ça veut dire que tu t'en rappelles. Non. Je ne dirais qu'un mot. Waouh! Non, sérieusement. À propos des séries qui déçoivent quand on les revoit adultes, celle-ci n'en fait pas partie. On s'en souvient comme d'une histoire de robots géants avec de l'action, des blagues débiles, de l'action et quelques moments de grande émotion, et c'est exactement ce que c'est, ni plus ni moins. Tout ce dont on se souvient comme étant beau l'est effectivement, tout ce dont on se souvient comme étant débile l'est aussi. Mais c'est du bon débile, du débile délibéré, du débile façon délire de copains bourrés le samedi soir qui ont couché leurs idées sur papier et se sont dit le lendemain qu'en fait ça ferait pas rire qu'eux. Et de fait, ça ne fait pas rire qu'eux. Après, je sais pas si c'est possible d'apprécier ce côté débile quand on n'a pas grandi avec. Je sais pas comment peut le recevoir une génération habituée à ce que les cartoons et les séries sérieuses soient deux choses séparées et à ce que les traducteurs fassent correctement leur boulot aussi, admettons-le. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré revoir cette série, alors que d'autres retrouvailles de mon enfance ont été autrement plus douloureuses. Mais je m'égare. Goldorak, donc, par quoi commencer? Par les énormes problèmes de droit liés à la franchise qui ont fait qu'on n'a pas eu de DVD pendant très longtemps? Si je me lance là-dedans, j'aurai jamais le temps de parler de la série elle-même. Parlons donc directement de l'histoire. C'est la fameuse histoire de Superman. Rien de plus, rien de moins. Avec des robots géants. Un gentil extraterrestre dont la planète a été décimée par un peuple de drag queens survit en volant associé à un robot géant capable d'envoyer des rayons arc-en-ciel comme les bisounours. Et arrive sur Terre, où il est adopté par un scientifique terrien qui l'aide à rajouter des modes aux robots géants et par une famille de rangers. Au passage, ces braves gens ne sont surtout pas japonais, ne vivent surtout pas au pied du mont Fuji, et cette ville, qui sera réduite en cendres régulièrement et reconstruite pour l'épisode suivant, n'est surtout pas Tokyo, malgré la présence particulièrement flagrante de la tour Eiffel de Tokyo dedans. Les seules fois où on ne peut pas faire autrement que de la nommer, on la qualifie de Cité des Lumières. Ceci dit, je parle pas japonais, hein, si ça se trouve, c'est réellement ce que signifie Tokyo. S'il y a un japanophone dans l'assistance, qui me renseigne? Les drag queens qui n'ont pas une politique très orientée écologie sont dans une mer de noir. Ils ont beau avoir conquis tout l'univers à l'exception de la Terre, ils ont réussi à dépenser toute l'énergie de toutes les planètes qu'ils ont conquises. Et ils sont en crise. Leur seule option de survie est de s'emparer de la dernière planète encore libre de l'univers, la Terre, et d'exploiter son énergie jusqu'à la détruire complètement comme ils ont fait pour les autres. Parce qu'ils ont vraiment pas de suite dans les idées, ces osieux-là. Soit dit en passant, leur plan, c'est que la Terre alimente en énergie tout leur empire qui s'étend sur tout l'univers tout entier. Oh, les gens, je vous signale que moi, rien qu'en prenant un bain, je dépense l'énergie de 3 planètes. Au commencement de notre série, ils n'ont pas encore commencé leur attaque. Ils se contentent encore de petits vols de reconnaissance pour évaluer les défenses de l'ennemi. C'est assez pour inquiéter les terriens qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Alors, Rick convoque le héros d'une autre série pour venir les défendre avec son petit vaisseau. Vous aurez reconnu Seyard des Chevaliers du Zodiaque, mais c'est pas lui. En réalité, c'est Alcor, il nous arrive d'une série appelée Mazinger Z, que je regarderai peut-être un jour si j'ai... le temps. Il arrive donc, le cœur battant, prêt à dégommer de l'extraterrestre, mais il va vite déchanter, car un vaisseau plus gros que le sien arrive et tatane les extraterrestres à sa place. Ce qu'il prend très mal. Comme les fans de Mazinger Z d'ailleurs. Croyez-le ou non, mais la série a été très mal reçue à sa sortie. Elle a été annoncée comme une suite de Mazinger Z, et voilà que le héros se fait renvoyer au rang de sidekick par cet extraterrestre hippie, hystérique et émo. J'aurais été vénère aussi. D'autant que notre charmante extraterrestre, Actarus, est loin d'être un personnage sympa quand on y réfléchit. À première vue, il a surtout l'air d'un émo qui se répand en long discours sur la perte de sa planète natale et sur combien il ne veut pas voir sa planète d'adoption subir le même sort, car il aime tant. Mais quand on y réfléchit, heureusement qu'il énonce tellement souvent son affection pour les terriens, parce que
Elle ne ressort pas clairement de son comportement. Il est suffisant, tyrannique, il ne répond jamais aux questions, il est d'une finesse avec autrui quand il s'agit de négocier un compromis dans une dispute. Non, c'est moi qui vais le ramener. Non, c'est trop difficile pour une fille. Par contre, il sait être éloquent quand il s'agit de défendre la cause de la misogynie avec classe. Je voudrais que tu comprennes bien, je ne cherche pas à minimiser les mérites de ta sœur. Non, non, au contraire, je la trouve exceptionnelle. Alors prends-la avec toi. Non, je vais essayer de t'expliquer. Une guerre n'est pas une partie de plaisir. C'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est la plus laide invention de l'homme. Mais puisqu'il l'a créée, l'homme doit la faire. Chacun sa place. Tiens. Tu vois cette herbe, elle appartient à la terre qui l'a engendrée. Si tu l'arraches ou la changes de place, elle meurt. Les êtres et les choses ne doivent pas changer de place. Ta sœur est une femme et doit rester femme. Au combat, il a su tirer des leçons du visionnage des Transformers. Il ne perd pas parce qu'il ne se bat pas loyalement, même quand on le lui propose. Ah, et ai-je mentionné qu'il frappait les femmes et les déshabille pendant qu'elles sont assommées? Tu serais morte de froid dans ces vêtements humides. Et pour couronner le tout, il se la pète grave avec ses super-pouvoirs. Originaux d'ailleurs, les super-pouvoirs. À part la super-force et la super-rapidité classique, comptons la divination, le super-pouvoir de tricher aux cartes, super-pouvoir qui ne lui servent de toute façon à rien puisqu'il se bat en robot géant. Alcor, qui s'est quand même additionné 2 et 2, fait le lien presque immédiatement entre le robot géant qu'il a vu tataner les extraterrestres et le hippie qu'il a croisé quelques heures plus tôt dans la campagne. Actarus, c'est toi qui étais là-haut. Là-haut? De quoi est-ce que tu parles? Ah oui, il y a ça aussi. Actarus, c'est le contraire de Clark Kent. Son costume de super-héros, c'est une tenue qui le couvre entièrement, yeux compris, plus un robot géant. Et malgré tout, tous ceux qui ont l'occasion de regarder le robot géant de près devinent immédiatement son identité secrète. Les lunettes, Actarus. Les lunettes, il n'y a que ça de vrai. Bref, Alcor comprend que le pilote de Goldorak est Actarus, le garçon de ferme qu'il a croisé quelques heures plus tôt dans le petit ranch au pied de la montagne qui n'est surtout pas le mont Fuji. Entre les deux hommes naît aussitôt une bromance passionnée et intense. Vérité fausse numéro 2. Non, sincèrement, s'ils se bagarrent, c'est effectivement parce qu'ils sont amis, mais qu'aucun des deux n'est très doué pour cerner la psychologie de l'autre. Tu ne me laisseras jamais me battre tranquillement. Oh, tu es casse-pied. Actarus, qui se sait plus puissant qu'un humain normal, veut se battre seul et ne supporte pas l'idée qu'Alcor se mette en danger. Et Alcor ne supporte pas qu'on lui donne des ordres et qu'on le mette à l'écart. Résultat, ces deux-là passent leur temps à se bagarrer alors qu'ils n'ont pas de force égale. En gros, Alcor, c'est Dan Turpin, mais un Dan Turpin parfaitement conscient que Clark Kent est Superman, qui n'arrête pas de défier Superman au bras de fer pour gagner le droit de combattre Darkseid à sa place. J'espère qu'il est plus intelligent dans sa propre série. Pour sa défense, chaque fois qu'il dit un truc intelligent, personne ne l'écoute. C'est comme Starscream. Laisse-le tranquille, Vénusia. Actarus avait un important travail à faire. Toi, tu vas te mêler de tes affaires? Oh, bon, ça va, j'ai rien dit. Alors, vous pourrez toujours m'objecter que ces deux-là se battent en vaisseau et robots géants, donc peu importe qui a une force surhumaine. Le problème, c'est que le vaisseau d'Alcor est vraiment tout pourri. Bumbo, bumbo, petite automobile, ville, tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. Oh, il essaye de l'améliorer, mais malgré la proximité d'une guerre interplanétaire, il met une plombe avant de se décider à y mettre des armes. On l'engage quand même dans la lutte contre les extraterrestres pour faire des vols de reconnaissance et servir d'appât à extraterrestres. Mais la principale activité de la résistance anti-extraterrestre consiste à apporter des améliorations au robot géant d'Actarus, Goldorak. Il faut dire qu'après 2-3 vols de reconnaissance, les forces de Vega, oui, c'est le nom des drag queens, ont au fait de conclure que les ogives nucléaires et petits vaisseaux jaunes terriens ce serait pas très problématique à neutraliser et que le principal obstacle à abattre, c'est Goldorak. Pendant qu'Alcor se démerde comme il peut à bricoler sa soucoupe volante. Oui, 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 et si fier de sa belle voiture jaune et rouge. Il appelle ça un ovéter. Ovéter appelle OVNI. Objet volant de la Terre.
Non, c'est pas une blague. Je ne suis que le paisible pilote d'un OVT. Un objet volant terrien n'est pas un danger de taille cosmique. Le chef de la résistance, c'est lui, Jonathan Kent. Je veux dire Procyon. Scientifique éminent, il dirige un centre de recherche qui est en réalité un centre de lutte contre les invasions interplanétaires. L'histoire ne dit pas à quel point ils ont le feu vert du gouvernement pour ce qui est d'envoyer des robots géants à la rencontre des envahisseurs, mais si on leur coupe toujours pas les fonds, ça doit être que leur démarche est approuvée. Le centre en question jouxte le ranch du Boulot Blanc, où Actarus travaille comme garçon d'écurie quand il n'est pas en train de sauver le monde. Le ranch est tenu par Venusia, alias Lois Lane, Mizar, alias Jimmy Olsen, et leur père, Regal, alias... le véritable héros de cette série. J'y reviendrai plus tard, sinon je vais pas pouvoir parler des autres. Mizar, c'est juste l'enfant innocent et parfois un peu tête à claque qui permet de montrer qu'Actarus est sensible et affectueux. Il voue une admiration profonde à Actarus qui lui apprend la sagesse et la bonté. Venusia, pendant les 2 premières saisons, ne sert qu'à ça elle aussi. Elle est amoureuse d'Actarus parce que, contrairement à Clark Kent, Actarus plaît dans son identité de civil, pas dans son identité de super-héros. Il faut dire que, malgré le fait que son robot géant soit loin de passer inaperçu dans le ciel, personne n'a l'air d'avoir conscience de son existence. Et quand une attaque extraterrestre est repoussée, c'est Alcor qui récolte les lauriers. Oh bon, en même temps, vu ce à quoi ressemblent les lauriers, je comprends qu'Actarus n'ait pas très envie de les recevoir. Bref, Venusia sert à apporter le caractère gênant de l'identité secrète puisque, quand Actarus s'éclipse pour aller combattre les forces de Vega, elle soupçonne que ce soit pour éviter de sortir avec elle. Et en fait, elle a sans doute raison parce que Actarus n'a aucune raison valable de cacher aux gens du ranch du Boulot Blanc que c'est lui qui pilote le robot géant qui repousse les attaques extraterrestres. Les habitants du ranch du Boulot Blanc hébergent déjà Alcor, qui lui ne fait aucun mystère de ses activités. En plus, on peut pas dire qu'Actarus ait l'air spécialement sensible au charme de Venusia. Tu sais que ça me ferait plaisir de danser. Ça ne te plairait pas non plus? Non, pas du tout. Tu n'es qu'un grossier personnage. Bon, dans les premières saisons, c'est plus ou moins sous-entendu qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, mais c'est pas très clair. À partir de la saison 3, Venusia apprend à piloter. Ça coïncide avec un moment où Procyon crée des accessoires supplémentaires pour Goldorak. Accessoires qui non seulement rendraient très bien en jouet, mais en plus nécessitent d'avoir leur propre pilote. On en confiera donc un à Alcor et un à Venusia. Et on en fabriquera un supplémentaire qu'on gardera pour plus tard encore quand on découvrira Phénicia, la sœur égarée d'Actarus qui a réussi à survivre à l'explosion de sa planète, mais a apparemment perdu la mémoire puisqu'elle ne se rappelle de sa vie d'avant qu'à partir du moment où son tuteur la lui révèle. Alerte Marissou! Non, en fait, ça reste à la limite. Phénicia a les côtés énervants de la Marissou. Elle sait tout faire, elle a des super pouvoirs supplémentaires par rapport à ceux d'Actarus, qui expliquent à cette occasion que sur leur planète, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes super pouvoirs. Mais surtout, à partir du moment où elle rejoint l'équipe des pilotes, Venusia s'efface. Mais c'est pas les mécanismes habituels de la Marissou. La présence de Phénicia ne déconstruit pas l'univers autour d'elle, univers qui était déjà dans la démesure et se prêtait très bien à l'accueillir. Non, le problème, c'est que Phénicia sert surtout à ramener l'attention sur Alcor en introduisant un obvious love interest pour lui. À partir du moment où 80% de l'épisode consiste à montrer que ces deux-là se disputent donc s'aiment, Actarus n'est sauvé de l'effacement que par le fait d'être le personnage principal, et Venusia, elle, n'a pas cette chance. Ça aurait pu marcher, mais c'était la fin de la série et on sent une certaine fatigue de la part des scénaristes. C'est aussi dans cette période-là qu'on voit se multiplier les épisodes dont je ne comprends pas du tout le sens. Mais je réalise que j'ai toujours pas parlé de Regal. S'il n'y avait qu'une seule raison de regarder Goldorak, ce serait lui. Regal arrive à être Mr Bean mieux que ne l'est Mr Bean, à être Bob l'éponge encore mieux que ne l'est Bob l'éponge, à être Titeuf encore mieux que ne l'est Titeuf, à être Bulk et Skull exactement comme aurait dû être Bulk et Skull. Il est juste trop. Absolument trop. Je dois m'entraîner à repérer les ovnis et à les descendre d'une seule rafale. N'oublie pas qu'on m'appelait le Buffalo Bill de l'espace. Oh, oh, oh. Mais arrête, tu es malade ou quoi?
Quoi? Ah, j'ai retrouvé la main, hein, avouez qu'il faut le faire. Il incarne pourtant ces civils que Actarus a à protéger. Et c'est d'autant plus magnifique que c'est sa stupidité et son aspect cartoon qui fait qu'on a envie de le voir survivre, qu'on a envie de voir Actarus triompher des forces de Vega pour le sauver lui. Il est cartoonesque jusque dans sa façon d'être touché par la guerre. Pensez, sa fille est enlevée par les extraterrestres. Il doit à tout prix convaincre Procyon d'envoyer Goldorak pour la sauver, malgré le fait évident qu'il s'agit d'un piège. Comment va-t-il s'y prendre à votre avis? Rendez-moi mon enfant, je vous en prie. Je sais pas vous, mais moi je suis convaincue. Actarus, fonce putain, on s'en fout si c'est un piège, vas-y, y'a Rigel qui pleure. Rigel? Oui, il a pas de prénom. Ah bon, il a pas de prénom? Ses enfants s'appellent bien Vénusia et Misa Rigel, mais lui, il n'est jamais appelé autrement que Rigel tout court. Rigel, donc, ne sert pas juste à être le personnage de comique. Comme je l'ai dit, il incarne les civils. Il doit donc prendre en charge tout le côté réaction à la con de la populace devant le conflit. Apprenant que des extraterrestres se rapprochent de la Terre, il a cette réaction qu'on voit souvent dans les films d'invasion, de brandir des bannières pour leur souhaiter la bienvenue, sans admettre que ces créatures puissent être hostiles. Durant le début de la série, on comprend plus ou moins que les autorités cachent l'imminence du conflit à la population pour éviter une panique générale. Mais au bout d'un moment, ça devient quand même difficile à cacher. Et pourtant, Rigel continue à s'accrocher à son idée de lier des relations amicales avec les extraterrestres, à les guetter et à leur agiter des bannières de bienvenue sous les yeux. Et il faut attendre l'épisode 11 de la saison 2 pour le voir se consacrer à une autre activité intéressante comme, je sais pas moi, s'occuper de la ferme dont il est censé être le propriétaire. On pensait qu'il se calmerait à partir du moment où la ville qui n'est surtout pas Tokyo est dévastée pour la 3e fois. Attendez, je viens d'avoir un doute terrible. Mais oui, c'est ça, ça ne peut pas être Tokyo. C'est une ville factice qu'on rebâtit à chaque fois pour détourner les méchants dessus. C'est la seule explication à ce qu'elle repousse si vite à l'épisode suivant. C'est tellement logique, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Bon, fin de la digression. Rigel est le genre de personnage que je déteste habituellement, qui est constamment mauvais et est plus douloureux à regarder qu'autre chose parce qu'il est constamment mauvais. Et je le déteste pas, et je le trouve drôle, parce qu'il n'est pas douloureux à regarder. Parce que sa façon d'être constamment mauvais n'est pas en réalité constamment mauvaise. Ceux qui rient de ses exubérances ne le méprisent pas. Au contraire, c'est uniquement grâce à elle qu'ils arrivent à résister à l'angoisse de se savoir seul et faible contre un ennemi tellement puissant qu'il a conquis l'univers tout entier. D'ailleurs, il est peut-être temps que je vous parle des méchants. La victoire dépend de votre discipline. Restez calme. Oui, ce sont leurs vrais uniformes. En attendant de conquérir la Terre, ils ont planqué leur base sur la face cachée de la Lune. Ce qui est ballot, c'est que lorsqu'ils préparent leur armada pour attaquer la Terre, ils ont des activités particulièrement intensives. Et du coup, ça dépense de l'énergie, ça fait de la lumière, et du coup, la Lune est rouge. Du coup, les terriens savent qu'une bataille se prépare. L'ennui, c'est que quand Actarus dit « la Lune rouge annonce toujours une bataille », tout le monde croit qu'il s'agit d'une superstition débile. En même temps, si au lieu de dire ça, il disait « si la Lune est rouge, c'est parce que les forces de Vega qui sont sur la face cachée préparent leurs armes », on l'écouterait sans doute plus. Mais ce serait trop clair. Ah, les années 70-80 et leur faiblesse de scénario, quelle nostalgie. Les armées de Vega sont dirigées par... Ça, j'avoue, j'avais oublié et je comprends pourquoi. Mais enfin, pourquoi? Comment ils ont pu avoir cette idée-là? Comment ils ont pu envisager de l'avoir? Le monsieur tout bleu s'appelle Minos. La bonne femme qui habite dans sa tête et s'engueule avec lui, Minas. Ce qu'elle est pour lui, c'est jamais vraiment précisé. À partir de la 2e saison, au lieu d'être une toute petite bonne femme qui apparaît dans sa tête, Minas devient un deuxième visage qui remplace le premier pour prendre la parole. Ce qui donne à penser qu'il s'agirait d'un cas un peu extrême de dépersonnalisation.
Dommage quand même qu'ils aient renoncé au design de départ. C'était traumatisant, mais ça avait le mérite d'être original. À part avoir une double personnalité, Minos Minas n'a pas de caractéristiques précises. Mais c'est le seul personnage à rester tout le long de la série. À ses côtés se succèdent des généraux un peu plus compétents et dangereux que lui, elle, Hydargos puis Oros. Retenons surtout Oros. C'est un fanatique. Il est intelligent, très intelligent. Mais il est persuadé que la vie de son empereur, Vega, le grand stratégaire, est une cause qui vaut de sacrifier l'univers entier. À la toute fin de la série, on apprend qu'il a un fils qu'il aime profondément. Dommage que ce soit introduit qu'à la fin de la série parce que ce point ajouté à tout le reste en fait un magnifique personnage. Les méchants de cette série sont de magnifiques personnages. On aimerait bien pouvoir en dire autant des gentils, vu que les gentils c'est un émo, une andouille, une hystérique, un sale gosse, des scientifiques et ce gars. Mais le problème c'est que les méchants ont absorbé toute la magnificence dont disposait la série. Et les autres personnages doivent faire ce qu'ils peuvent avec ce qui leur reste. Bon, j'exagère, il y a quand même chez les gentils des traits de caractère sympathiques. Et pour peu qu'ils restent cohérents d'un épisode à l'autre, très défendables. La position d'Actarus, élevée dans une tradition pacifiste, qui devient guerrier pour empêcher la Terre de subir le même sort que sa propre planète, mais qui continue au fond de lui-même à détester la violence et le conflit, est d'autant plus belle que le robot qu'il pilote est celui qui a servi en partie à détruire sa planète. Et que même s'il se le réapproprie en y apportant des améliorations techniques, ça reste une arme qu'il a volée à l'ennemi et qui représente tout ce qu'il est le plus au monde. J'aime la planète bleue parce qu'elle est pacifique. La position d'Alcor est très belle aussi. Il essaye de convaincre Actarus de ne plus se servir de sa surpuissance d'extraterrestre pour s'isoler et prendre le conflit sur ses seules épaules. Il lui apprend à accepter l'aide d'autrui et un peu à vivre une vie de terrien malgré le deuil de sa planète perdue. Mais par moments, j'ai quand même le sentiment que les scénaristes se sont dit que du moment qu'on savait que c'était eux les gentils, on serait automatiquement de leur côté et que du coup c'était beaucoup plus intéressant d'approfondir les méchants. Par conséquent, on assiste presque autant au quotidien des méchants qu'au quotidien des héros, on est informé de tous les enjeux sociopolitiques de leur position et ils ont en général une mort très graphique et superbement mise en scène. À côté de ça, les morts ou presque morts de gentils font un peu pâle figure. Résultat, on compatit beaucoup pour les méchants. Pas trop bien sûr, c'est quand même des pollueurs génocidaires si on en croit les témoignages, mais là c'est surtout des pauvres gens en crise qui essayent d'assurer la survie de leur peuple avec le peu d'énergie dont ils disposent. Ils perdent d'ailleurs leur planète natale au cours de la série, et la mort de cette planète, putain c'est tragique, c'est triste, c'est bouleversant. On voit Minos, Minas et Oros recevoir impuissants les rapports sur leur planète qui va bientôt exploser sans qu'ils puissent rien faire. On voit leur détresse, leur révolte, leur impuissance, on voit l'explosion de la planète, on voit les sujets du grand stratégaire se sacrifier pour que leur souverain puisse s'échapper, on voit le grand stratégaire touché par ce sacrifice, on le voit assister à l'explosion, putain c'est beau! C'est censé être l'équivalent d'Hitler à l'échelle de l'univers et me voilà en train de pleurer avec lui! Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Merci, je me sens mieux. Essayons de rester focalisés sur ce que la série a à offrir de plus bizarre et de plus ridicule, c'est-à-dire de plus années 70-80. Pour l'instant, il faut remettre ton robot en marche. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Bélier, tu y arrives? Mais une seconde, bon sang, je suis pas Dieu le Père, moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Bélier? Ça? Ben, c'est la manette des gaz, pourquoi? Si on essayait de s'en servir? La traduction, déjà. Oh, quelle belle baignoire! On n'atteint certes pas le niveau de Ken le Survivant, mais c'est pas mal dans son genre. Ce qui implique donc que nous pourrions caméramaner n'importe quoi sur Terre. Ouais, on dit filmer aussi. Il faudrait calciner ses infrastructures en lui renvoyant les rayons qu'il a concentrés sur ses boucliers. Mais je ne vois pas comment réaliser cet exploit. Et si je monte un stocco-convergeur sous l'eau vétère? Ouais, on dit aussi un miroir. Bon, malgré la sortie récente et tant attendue des coffrets DVD, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder tous ces épisodes en VO.
Donc quand il y a des choses un peu bizarres, un peu incohérentes et pas très compréhensibles, je ne sais jamais si c'est une faiblesse du scénario ou des modifications de la situation faites à l'arrache par les traducteurs à qui l'histoire de base ne convenait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a au final énormément d'épisodes où je comprends rien de ce qui arrive et où au lieu de donner des indices qui permettraient de comprendre l'action, le dessin animé perd du temps en blagues de gros qui font rire personne. Pourquoi les personnages font ce qu'ils font? Pourquoi ont-ils des dialogues si incohérents, des réactions si illogiques? Pourquoi y a-t-il des incohérences au sein même des épisodes? Est-ce que certaines répliques très bizarres, c'est fait exprès? La pénétration s'est effectuée sans le moindre problème. Et les gros délires scientifico-blablatiques, ils sont dans la VO aussi? C'est peut-être un résidu d'atomes formé au moment où Dynamo est morte. Ce serait alors une future étoile noire. Une étoile noire? Bah attendez, il y a quand même des fois où on ne peut pas accuser les traducteurs français. Lance-le, je le récupérerai. Attention, la vitesse que tu devras tenir pour atteindre l'étoile noire est à la limite du mur de désintégration. Je compte regarder la VO dès que j'aurai le temps pour élucider ce mystère et je vous tiens au courant. En tout cas, un truc qui ne passe franchement pas, c'est le générique français chanté au milieu des scènes d'action. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. Alors, vous l'avez repéré? Non, je regrette, ça n'est pas tolérable. Heureusement qu'à partir de la saison 2, ils ont vu la lumière et ils ne mettent que l'instrumental. Ah, trop tard, j'ai déjà la chanson dans la tête. Viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi. Bon, après tout ce que je viens d'en dire, vous vous dites que Goldorak c'est comme Transformers. C'est appréciable à cause de son côté nanardisant et à cause de l'exagération. Mais détrompez-vous, cet humour cartoonesque, ces traductions bizarroïdes, ces dialogues incompréhensibles ont beau faire, Goldorak c'est une série émouvante. Je mets au défi quiconque de regarder l'épisode de Noël sans finir en larmes. Ou celui du petit geek qui aime tant les extraterrestres, découvre qu'ils sont méchants et en a le cœur brisé, mais heureusement découvre qu'il y a un gentil extraterrestre pour satisfaire son besoin d'admirer et d'être fan. Déjà, malgré tout ce qu'il peut y avoir de cartoonesque, il y a des choses très dures et très violentes qui se passent à l'écran. Les idées de base des épisodes sont loin d'être classiques. On retrouve assez souvent le schéma du gentil qui s'ignore, envoyé par les méchants malgré le fait qu'il est un gentil. Commandant Hydargos, je suppose que le but de cette opération est de détruire Goldorak et de réduire le prince Actarus à l'impuissance totale. Quoi? Pirater? Mais tu as pas à jouer ce rôle, putain! Tu es Cortex, tu es le capitaine Crochet! Tu n'es pas un gentil qui s'ignore! Bref, le gentil qui s'ignore est un thème récurrent de la série. Bon, d'accord. Un gentil obligé de travailler pour les méchants. Ils ont conquis l'univers entier. Vous vous doutez bien que ceux qui sont sous leurs ordres ne sont pas tous des salauds finis. Et qui n'a pas d'autre choix que de détruire Goldorak, qui constitue pourtant la seule chance de salut de tous ceux à quoi il tient, et préfère en général se laisser tuer par lui plutôt que de donner une chance aux méchants de gagner. Mais tout un tas d'épisodes sont en fait des histoires stupéfiantes par leur force, leur profondeur, leur originalité. Elles sont en général centrées sur un personnage qu'on rencontre pour l'occasion et pas sur les héros. Ces personnages d'un épisode sont mieux campés et plus touchants que ne le sont les héros. À croire que les héros c'était la seule chose qui n'a pas intéressé les scénaristes dans Goldorak. Et au fond, ils ont raison. Ce qui fait la force de Superman, ce n'est pas Superman lui-même. Ce qui fait la force de Superman, c'est qu'il permet à l'univers d'ici d'être l'univers d'ici. Et Actarus joue son rôle de Superman. Non seulement en protégeant la petite fille orpheline contre les forces de Vega, mais aussi en l'aidant à se remettre de la mort de ses parents. Au final, ces longs discours interminables sur cette terre qu'il aime tellement, qu'il ne veut pas voir disparaître, on les comprend, parce qu'on rencontre les personnes pour qui il se bat. Goldorak, c'est beaucoup de trucs délirants, beaucoup de trucs bizarres, mais ça marche. C'est agréable à regarder et ça fait pleurer parce que ça a su miser sur les bons chiffres et appuyer sur les bons boutons. Ce qui est ridicule l'est juste assez pour faire rire et pas assez pour énerver. Ce qui est triste l'est juste assez pour faire pleurer et pas pour traumatiser. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient, parce que ça mérite qu'on s'en souvienne. Goldorak, go! Et voilà Goldorak qui mort. Impossible de le démarrer. Et ben oui, Goldorak est mort.
traite pas de tête de mort. Je sais c'est cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator et faire raquer l'envers.